Bien le bonjour les Rinxeos et aujourd'hui nous allons parler de Batman Infinite. Le tome 1 tout du moins puisque je n'ai pas encore lu le tome 2 paru il y a peu. Ça date du mois de janvier 2022 pour la VF donc c'est relativement frais. Hein. Et ça compile les épisodes Batman 106 à 111. Donc on continue la numérotation de Rebirth si je ne m'abuse. Et on retrouve James Tynion IV au scénario. James Tynion IV qui était déjà là durant l'époque New 52 puisqu'à l'époque il écrivait les tie-in. Donc c'est vrai qu'il a pris ses marques sur le personnage, il a eu le temps de se familiariser avec lui. Et Jorge Jiménez au dessin, et son travail est absolument fabuleux. On reviendra sur la partie graphique au cours de cette vidéo, que je souhaiterais faire courte. Bam! Alors qu'est-ce que ça raconte Batman Infinite? Alors moi il faut comprendre que je prends le train en cours de route, puisque je n'ai pas lu les 2 derniers tomes du Rebirth de Tom King et je n'ai pas lu également les 3 tomes de Joker War, donc il me manquait quelques éléments pour comprendre parfaitement la situation à l'ouverture de cette nouvelle ère Infinite concernant le personnage de Batman. Des personnages qui ont été introduits plus tôt dans le Gothamverse et auxquels je n'ai pas été présenté. Bon, bref, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de comprendre parfaitement les enjeux qui restent clairement intelligibles. Il n'y a aucun souci avec ça, vous pouvez commencer avec le tome 1 de Batman Infinite. Voilà. Comme j'expliquais, vous n'aurez peut-être pas toutes les lumières, il y aura des références qui vous manqueront, quelques personnages qui vous sembleront peu familiers, mais ce n'est pas bien grave, ça ne vous empêchera pas de savourer cette histoire. Alors regardez le travail de Jorge Jiménez, regardez, c'est magnifique. Là, cette planche de Batman, elle est juste incroyable. Batman la tête en l'air, qui occupe 80% de l'espace, mais pourtant on a quand même un beau visuel sur Gotham, donc ça c'est oufissime, c'est la première apparition de Batman dans l'œuvre et elle est juste incroyable. Et tout le tome propose cette qualité graphique, c'est juste sublime, c'est ultra détaillé et c'est surtout ultra dynamique. J'ai rarement vu un tel dynamisme, une telle efficacité sur les scènes d'action, tout en restant parfaitement lisible. Parce que c'est vrai que c'est le défaut de certains dessinateurs, c'est de multiplier, d'avoir des découpages très, comment dire, très épileptiques. Et de ce fait, on perd un petit peu en lisibilité durant les séquences d'action. Mais ce n'est absolument pas le cas ici. Ça reste vraiment vivant. On joue avec les perspectives, on joue avec les effets de vitesse. Et du coup, c'est dingue. Voilà, c'est absolument dingue. Donc rien que pour la partie graphique, j'ai envie de dire que ça vaut le coup de lire Batman Infinite. Alors au niveau du scénario, on retrouve Batman en proie avec l'épouvantail dans une Gotham City que je n'ai pas forcément reconnue au premier coup d'œil, puisque une Gotham City très moderne, très colorée également, vous voyez, c'est plein de couleurs, et c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour un récit Batman. On a une Gotham City, j'irai pas jusqu'à dire futuriste, mais en tout cas ultra moderne. On coupe littéralement avec la Gotham gothique qu'on a envie de voir en tant que fan de Batman. Donc c'est vrai que ça peut décontenancer certains. En tout cas, ça m'a décontenancé. Mais après, je m'y suis fait. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas la Gotham que j'ai forcément envie de voir, mais ça le fait quand même. Parce qu'on a quand même une impression de vertige et une impression de surréalisme tout au long de l'histoire. Donc c'est pas si dérangeant que ça finalement. Donc Batman en proie avec l'épouvantail, mais également avec un mania d'un lobby d'armement qui souhaite proposer au maire de Gotham ses services, à savoir une armée de comment dire d'armure, de méta-humains, voilà, de soldats d'élite pour réussir à maintenir la paix dans les rues de Gotham, puisqu'évidemment on est à Gotham. Et c'est une Gotham qui est encore plus en proie à la criminalité que jamais. C'est-à-dire que là, il y a un taux de criminalité qui rappellerait presque celui de Dark Knight Returns. Donc on est vraiment à un palier très, très extrême, très élevé en termes de criminalité et d'enjeux forcément pour Batman. Le récit repose malheureusement sur des thématiques déjà plus que plus qu'utilisées dans le passé, plus qu'usées j'ai envie de dire, à savoir l'éternelle thématique du rôle de Batman. N'est-il pas devenu obsolète finalement après toutes ces années à laisser courir les criminels? Faut-il remplacer Batman? Voilà, ça c'est des thématiques bien connues finalement. Donc il n'y a rien de très surprenant et de très neuf à ce niveau-là. Le récit est très orienté action, ça n'arrête pas, c'est très bien rythmé. Donc à ce niveau-là, c'est une lecture popcorn qui fait plaisir.
Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On retrouve l'épouvantail qui est un ennemi qui m'est très cher, surtout qu'il est magnifiquement designé par Jorge Jiménez. C'est peut-être le plus bel épouvantail que j'ai pu voir dans une œuvre Batman. Ah, j'y vais franco, mais il est juste absolument incroyable. On joue avec l'iconographie de l'épouvantail, avec le chapeau de paille, avec la corde qui fait office de cravate. Voilà, il y a un vrai travail et on baigne pleinement dans l'iconographie de l'épouvantail. Donc à ce niveau-là, quand tu es fan comme moi du perso, ça ne peut que marcher. Vous voyez, le masque à gaz, tout ça. Voilà. Il est grand, il est imposant, cet épouvantail, il est vraiment flippant. La hiérarchie des personnages est respectée. Par contre, là où j'ai mis un bémol, c'est au niveau de l'utilisation de certains personnages, comme Harley Quinn, qui ici est devenue membre à part entière de la Bat Family, et qui se plaint à longueur de case de ne pas être aussi efficace que ses collègues, puisqu'elle n'a pas de grappin, elle n'a pas de tyrolienne, elle n'a pas tous les ustensiles typiques des autres membres de la Bat Family. Et donc de ce fait, elle est très vite limitée finalement dans ses actions, puisqu'elle ne peut pas sauter de toit en toit, elle ne peut pas se déplacer à une vitesse fulgurante dans les rues de Gotham. Donc voilà, elle râle un petit peu. J'ai envie de lui dire, c'est normal meuf, t'es Harley Quinn. T'as rien à foutre dans la Bat Family en fait. C'est pour ça que t'as pas de Bat Grappin et que t'es naze. À la base, t'es une psychologue qui est devenue zinzin et qui est devenue l'amante du Joker. Et qui faisait tellement de conneries que le Joker voulait à chaque fois s'en séparer. Donc à quel moment Batman t'accepte dans ses rangs? Voilà. Alors on va nous dire oui, mais Batman, quand tu le lis bien, il l'accepte pas totalement. Elle est un peu là par dépit. Oui et non, parce qu'à la fin, clairement, il fait équipe avec elle, hein. Voilà, sur cette page, par exemple. Donc arrêtez de me dire que Batman n'en veut pas totalement. Il y a longtemps qu'il l'aurait renvoyé chez elle si c'était le cas. Voilà. Donc moi, ça me dérange clairement la situation qu'occupe Harley Quinn dans ces pages. Elle a rien à foutre là, en tout cas pas en tant que membre de la Bat Family. Et puis on a créé des nouveaux personnages. J'ai envie de dire pourquoi. Alors ça, c'est le nouveau maire. Nakato, il s'appelle, je crois, ou Takano, quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Par contre, quand on crée un nouveau membre de la Bat Family, à savoir Ghostmaker, qui est ici, qui n'apporte pas grand-chose en termes de personnalité de ce qu'on a pu voir avec les autres personnages de par le passé. Quand on invente une espèce d'ersatz black de Poison Ivy pour le coup, on sait pourquoi, hein, évidemment. C'est toujours très politique tout ça, toujours très idéologique. Je ne vois pas non plus grand intérêt dans ce perso. Un personnage donc, que voici qui s'appelle le Gardener. Voilà, c'est Poison Ivy mais black. Il faut aller chercher plus loin. Et elle se fait accompagner de chiens végétaux. Il y en a un ici. Alors je sais bien qu'on est dans un récit comics, mais ça m'a pas forcément pour le coup convaincu plus que ça. Bref, Batman Infinite, il y a une ambiance qui est assez sympa. Une ambiance un peu à la Dark Knight Returns, où tout sent que tout est devenu apocalyptique dans les rues de Gotham. Il y a des gangs un peu partout. Bon, c'est Gotham, vous me direz, mais des gangs hauts en couleur pour le coup, avec des idéologies complètement diverses. Voilà, il y a beaucoup de méta-humains, donc on a vraiment cet aspect très irréaliste de Gotham, très surréaliste, qui fait plaisir. Bref, Batman Infinite, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui m'y a fait revenir et qui me fera acheter le tome 2, puisqu'ici, le tome 1 se termine sur un cliffhanger. Voilà, on n'a pas la conclusion de cet arc lâche par essence de James Tynion Ford. Par contre, on a les magnifiques crayonnés ici à la fin du tome en guise de bonus, comme toujours chez Urban. Voilà. Regardez ce niveau de détail dans le visage, cette expression, c'est juste ouf. Donc, ouais, j'y reviendrai. Ah, puis alors, la galerie des couvertures alternatives, il y en a une qui m'a fait mouiller mon slip. C'est celle de Francesco Mattina sur Batman 107. Regardez ça. Bam! C'est-il pas la classe, ce truc, bordel de merde? Bref, celle-là, je ne vais pas vous la montrer parce que c'est la dernière page. Donc ouais, ça se termine sur un cliffhanger qui me fera acheter le tome 2, ne serait-ce que pour avoir la conclusion de cet arc avec l'épouvantail. Ça fait plaisir de retrouver l'épouvantail. Il y a beaucoup de bullshit, hein, voilà, je vais le dire franchement, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu là-dedans. Mais ça reste suffisamment convaincant pour ma part pour continuer. Donc, Batman Infinite, je valide pour les débuts. D'autant plus que si vous avez lu Joker War, ben, là vous serez encore plus familier avec le lore de ce Batman Infinite que moi je ne l'étais. Donc ça sera encore plus simple pour vous. Donc oui, je le conseille, surtout si vous avez lu l'intégralité de Batman Rebirth plus Joker War, là il n'y a pas de problème. Donnez au moins sa chance à ce premier tome, sans être exceptionnel, reste une bonne lecture, bien meilleure que ce que j'ai pu lire sur Wonder Woman, pour la même époque. Voilà, ciao les zingues, et je vous dis à très bientôt.